Bonjour à tous, présence est à distance. Alors moi j'interviens juste après la pause déjeuner, donc j'espère que je vais vous tenir réveillés. Vous allez voir, le sujet est super passionnant. On va parler IA notamment, avec MySQL Heatwave. Alors, petite présentation rapide, je m'appelle Olivier Dasini, je suis dans l'écosystème MySQL open source depuis une vingtaine d'années, enfin j'avais pas de cheveux blancs à l'époque. J'ai eu plusieurs types de rôles, DBA, consultant, architecte, formateur, et j'en passe. Aujourd'hui, je suis architecte solution MySQL chez Oracle. Petite auto-promo, j'ai mon blog, dasini.net/blog/en/fr. N'hésitez pas pour toute l'actualité MySQL. Également, vous pouvez vous connecter sur LinkedIn. Je parle beaucoup de données et de MySQL. Et puis, mes slides de mes différentes conférences sont disponibles sur mon speaker deck au nom de FreshDAS. Ok, alors aujourd'hui on va parler de quoi? Je vais commencer donc par vous parler de MySQL Heatwave, faire une petite overview pour bien présenter le sujet, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait. Et puis après on va entrer dans le vif du sujet, on va parler de GenAI, Vector Store, LLM, RAG, etc., etc. Plein de choses sympas, et puis on finira par quelques use cases réels, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on peut faire avec toutes ces choses. Alors, MySQL, qui est la base de données open source la plus populaire, très connue notamment pour sa version communautaire. Donc quand on pense à MySQL, on pense généralement au serveur. C'est vrai, il y a le serveur, mais en fait, il y a pas mal d'outils. Il y a tout un écosystème autour de MySQL. Le serveur, il y a des clients, le Workbench, il y a le MySQL Shell, super bon client. Pas mal d'autres outils. On a un opérateur pour Kubernetes, etc., etc. Donc c'est tout un écosystème. La base est pas mal de choses, en version GPL v2, c'était le cas avant, c'est le cas aujourd'hui toujours, et ça n'a pas de raison que ça change. On a une version commerciale, la version entreprise, qui est la version communautaire avec, hop, t'as oublié ton téléphone, avec la version, donc qui est la version communautaire avec des choses en plus. L'idée en fait, c'est que c'est cette version entreprise qui va financer les développements de la version communautaire, entre autres. Donc de coup, on a pas mal de composants essentiellement liés à la sécurité qui sont ajoutés. Et puis on a du support technique, hein, évidemment, fait par les équipes MySQL. Et on a une version cloud, en fait, un service MySQL qui est fait par l'équipe MySQL, qui est géré par l'équipe MySQL. Le support est fait par l'équipe MySQL, qui s'appelle MySQL Heatwave. C'est le principal sujet de cette présentation. Alors, qu'est-ce que MySQL Heatwave? Donc, MySQL Heatwave, en fait, c'est le MySQL que vous connaissez on-prem, communautaire ou enfin, plutôt entreprise, on va dire, en termes de fonctionnalité, mais avec des super pouvoirs, en fait, tout simplement. Le MySQL Heatwave, on va pouvoir l'utiliser dans un contexte OLTP, comme c'est le cas de MySQL classique, on va dire. Donc voilà, OLTP, transactionnel. Mais on va également pouvoir l'utiliser dans un contexte Big Data, comme on disait il y a quelques années, un contexte analytique avec de fortes volumétries, pour faire de la valorisation de données, en fait, tout simplement. L'idée, c'est de pouvoir utiliser MySQL avec des dizaines, voire des centaines de terras de données dans un contexte data warehouse. Également dans un contexte lakehouse, data lakehouse. Donc là, l'idée, c'est que les données sont stockées dans l'object storage sous différents formats, CSV, Parquet, Avro, etc. Et je vais pouvoir, en tant que table externe, en fait, les requêter comme si elles étaient dans la base de données, en fait, sans avoir à insérer les données. Donc ça, c'est la notion de lakehouse. Et puis on a également des capacités d'intelligence artificielle qu'on va détailler par la suite. Donc ça, c'est une particularité. L'autre particularité, c'est que, ça c'est dans l'ADN de MySQL, on travaille beaucoup sur la simplicité, sur les performances, et puis faire en sorte d'avoir un produit donc performant, simple à utiliser et abordable financièrement. On a fait pas mal de bench. Alors, ils sont tous disponibles sur la page MySQL Heatwave sur le site d'Oracle. Donc, je ne vais pas détailler, en fait. Hein, je vais juste présenter quelques résultats. Mais l'idée, c'est que là, ce que montre ce graphe-là, c'est que en comparant les performances, alors là, c'est les performances pour charger les données. Donc là, on est sur du 100 Tera de données. Donc, ça commence à devenir sympathique, avec du Snowflake, du Redshift, du BigQuery, du Databricks. Donc, des technologies bien établies, en fait. On voit qu'en termes de performance, on est bien entre 2 et 6 fois meilleur pour charger ce volume de données en termes de rapidité. Donc ça, c'est déjà pas mal. Ça, c'est vraiment un point sur lequel on travaille beaucoup, c'est avoir quelque chose de performant. Ceci dit, la performance, c'est bien, mais dans le cloud, en fait,
pour avoir quelque chose de plus performant, il suffit de payer plus en fait. C'est la fameuse scalabilité par la carte bleue. Donc la performance, c'est pas forcément la meilleure métrique. Une métrique qui serait un peu plus pertinente, c'est la métrique prix-performance. Pour un prix donné, qu'est-ce que j'ai comme performance? Donc là, c'est les 3 dernières lignes en fait. Et là, pareil, par rapport à ces mêmes acteurs-là, on voit qu'en termes de rapport prix-performance, on est entre 2 et 7 fois meilleur que ces gros acteurs-là. Donc une solution performante et abordable financièrement. Donc on a vu avec MySQL HeatWave du transactionnel, comme le MySQL classique. On a parlé de Data Warehouse, on a parlé de Data Lakehouse, valorisation des données pour faire de l'analyse descriptive. Et on peut également faire de l'analyse prédictive ou prescriptive avec AutoML. Donc AutoML, qu'est-ce que c'est? C'est une fonctionnalité incluse dans MySQL HeatWave qui va permettre en fait de créer un modèle, de l'utiliser, l'inférence, voire d'expliquer pourquoi le modèle a fait tel ou tel choix. Et tout ça de façon automatisée. En fait, c'est le cycle de vie du ML, du machine learning, en fait, qui est automatisé dans MySQL HeatWave. Les données restent dans MySQL HeatWave. Je n'ai pas besoin de les sortir, en fait, elles sont déjà là. Du coup, j'ai mon algorithme qui va me permettre de faire... j'ai mes outils qui vont me permettre de faire tout ça, en fait, de gérer tout le cycle de vie du ML. Pouvoir expliquer, je l'ai déjà dit, c'est performant encore grâce à la partie HeatWave. On a de la performance. C'est secure, les données sont dans la base de données, donc j'ai pas de pipeline pour faire sortir les données, etc. Donc pas de risque à ce niveau-là. En termes de scalabilité, donc j'ai pas vraiment détaillé la partie HeatWave, parce que c'est pas forcément le propos de cette présentation, mais en gros, HeatWave, c'est un cluster en mémoire. En fait, on peut voir ça comme une sorte de cache, en fait, qui va permettre d'accélérer des requêtes, en fait, tout simplement. Donc ça permet d'accélérer des requêtes OLTP, enfin en mode OLTP. Ça permet d'accélérer les requêtes en mode analytique. C'est pour ça qu'on peut travailler sur de fortes volumétries avec des performances plutôt sympathiques. Et ça va également nous permettre d'accélérer la création, en fait, la phase d'apprentissage, par exemple sur des grosses volumétries. Donc je vais pouvoir accélérer tout ça en scalant, en fait. On a une scalabilité qui est quasiment linéaire, donc du coup, en rajoutant des nœuds, je vais pouvoir améliorer les performances pour ces différentes tâches-là. Et sans coût additionnel, le MySQL HeatWave AutoML est compris dans MySQL HeatWave. Donc tout ce qu'on a vu avant, on ajoute la partie AutoML. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? En termes de tâches machine learning, en fait, on a un certain nombre de choses sympathiques. On a tout ce qui est anomalie détection. Donc là, l'idée, c'est j'ai des patterns et j'ai trouvé des patterns anormaux dans un ensemble de patterns. On a de la classification très connue en termes d'apprentissage automatique. L'idée, c'est de mettre des objets dans des classes. Typiquement, ça peut servir pour tout ce qui est churn. L'idée, c'est de pouvoir identifier des clients qui vont se désabonner à mon service, par exemple. Donc, les identifier avant qu'ils se désabonnent, avant qu'ils partent. On a tout ce qui est système de recommandation. Donc ça, je pense que c'est assez clair pour tout le monde. C'est très, très utilisé dans les applications pour visionner des films, pour écouter de la musique, ce genre de choses-là. Donc, connaître, en fait, les habitudes de mes utilisateurs et pouvoir recommander des choses, des objets, des films, etc., qui ont plus de chances de les intéresser. On a de la régression, prédire une valeur. Typiquement, ça peut être de la prédiction d'un loyer, en fait, en fonction des caractéristiques de l'appartement, nombre de chambres, etc., sa location. Et on a également tout ce qui est time series forecasting. Donc là, c'est tout ce qui est données horodatées, en fait, qui vont me permettre de faire de la prédiction sur ces types de données-là, typiquement des données qui viendraient d'IoT, par exemple. Donc tout ça, en fait, c'est inclus dans le MySQL HeatWave AutoML. Et comment ça s'utilise? C'est super simple, en fait. C'est-à-dire pas besoin de connaissances de data science. Pas besoin de savoir développer en Python, pas besoin de savoir développer en R, en Java ou n'importe quel langage. En fait, il faut juste savoir déjà lire, ça peut servir, mais également utiliser des procédures stockées. En fait, j'ai mon API, c'est du SQL, c'est des procédures stockées, et je vais appeler mes différentes procédures stockées. Donc la plus importante, en tout cas pour commencer, j'ai appelé le ML_train qui va me permettre de créer mon modèle. Donc j'ai mes données, j'appelle ma procédure stockée, et il va mouliner et créer le modèle. Une fois que le modèle est créé, je vais pouvoir l'utiliser. Comment?
ben, j'ai du ML Predict Raw ou ML Predictable. Donc là, en mode plutôt stream, on va dire, ou plutôt batch, où il va pouvoir faire ce qu'on appelle l'inférence, en fait, hein, faire mes prédictions sur mon jeu de données en entrée par rapport à mon modèle. Je peux lui demander d'expliquer pourquoi tu as fait tel ou tel choix, pourquoi le prêt de monsieur Intel a été rejeté. Il va expliquer que c'est tel paramètre qui ont conduit au rejet de ce prêt-là, par exemple. Je peux également évaluer la qualité de mon modèle avec le ML Score, etc., etc. Donc là, comme vous pouvez le voir, l'utilisation, c'est super simple. Hein. Il suffit d'utiliser les bonnes procédures stockées, donner les bons paramètres, évidemment. Et c'est parti. La performance, toujours la performance. Donc les phases d'apprentissage, d'inférence, tout ça sont faites dans HeatWave. Et pareil, hein, pour améliorer les performances, grâce au cluster HeatWave, en fait, j'ai de bonnes performances. Donc là, 25 fois plus rapide que la fonctionnalité équivalente avec Redshift. Et puis, encore une fois, hein, c'est compris dans le coût de HeatWave, donc il n'y a rien de plus à payer. Alors, pour résumer ce qu'on a vu, donc, je vous ai présenté la galaxie MySQL HeatWave. Donc, MySQL HeatWave, c'est des fonctionnalités OLTP, des fonctionnalités, on va dire, classiques, historiques de MySQL, que je peux avoir dans le cloud, en mode service, en fait. Hein. C'est en mode PaaS ou DB as a service. Donc là, différents types de workloads, réseaux sociaux, e-commerce, classe, fintech, etc. Enfin bref, tout ce qui est classique dans MySQL. Je peux, moins classique, je peux utiliser donc, le MySQL HeatWave dans un contexte analytique, en tant que data warehouse, en tant que data lakehouse, hein, comme on a vu. Donc les données soit au format structuré dans du MySQL que je vais consommer, ça c'est mon mode analytique data warehouse, des données structurées ou semi-structurées, stockées dans mon object storage, que je vais pouvoir intégrer en tant que table externe dans mon MySQL HeatWave, que je vais pouvoir consommer avec des requêtes SQL classiques. Je peux faire des jointures avec des données qui seraient structurées ou pas, etc. J'ai évidemment en termes de clients tout ce qu'il y a de plus connu en termes de DataVis. Hein. Ces outils-là vont pouvoir se brancher sur du MySQL. Si votre application fonctionne avec du MySQL classique, elle fonctionnera avec du MySQL HeatWave. C'est les mêmes API. J'ai la partie machine learning, ou intelligence artificielle discriminante, comme on dit, inclus également. Et puis, je n'ai pas parlé de cette notion-là, c'est la notion d'autopilote, en fait. Hein, c'est un certain nombre de fonctionnalités pour faciliter la vie du DBA, soit pour charger les données, pour configurer, on a également des modules pour la performance, en fait, typiquement rajouter des index automatiquement, enfin en tout cas dire où il faudrait rajouter des index, ce genre de choses-là. Donc tout ça, voilà, c'est inclus dans le MySQL HeatWave. OK. Dans le contexte d'aujourd'hui, de la présentation d'aujourd'hui, donc on va parler d'intelligence artificielle. Notamment, on va utiliser un certain nombre de verbes, donc juste histoire de se mettre d'accord sur un certain nombre de définitions. On va commencer par la première. Donc tout ça, en plus, c'était histoire de mettre tous les buzzwords à la mode dans ma présentation. Donc on va commencer par du GenAI. Ok, donc ça, je pense que ça parle à tout le monde. Quand on parle GenAI, on va penser à ChatGPT, on va penser à Gemini, etc. Donc l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir un modèle qui va me permettre de générer des choses, du texte, des images, des vidéos. Là, dans ce contexte-là, ce sera de générer du texte. Et ce texte va être généré à partir d'une entrée, à partir d'un prompt. Okay, donc on va parler de GenAI. On va également parler de LLM, Large Language Model. Donc ça, c'est la base de connaissances, on va dire, qui est à la base, du coup, du GenAI, de l'application GenAI que je vais utiliser. Donc c'est des modèles qui ont été enrichis avec de grosses quantités de données, des terras, des dizaines de terras, sur, a priori, des données ouvertes. Hein, donc ça peut être notamment sur Internet, du Wikipédia, par exemple, du Stack Overflow, etc., etc. On va parler de RAG, Retrieval Augmented Generation. Donc là, c'est super sympathique et super pratique, notamment avec les bases de données et par rapport aux applications qu'on va pouvoir développer. L'idée, en fait, c'est finalement de rendre mon LLM, donc mon application GenAI, finalement, lui donner plus de connaissances, une connaissance beaucoup plus spécifique par rapport à mon besoin. Ce qu'on va voir, c'est que je vais pouvoir, moi, rentrer des documents, mes documents propriétaires, par exemple, de mon entreprise, dans un contexte bien particulier, pour me permettre d'enrichir
le LLM. Alors, pas enrichir le LLM directement, on va dire, mais en tout cas, les choix que ça va faire, ça va être construit dans un domaine qui sera beaucoup plus spécifique. Donc ça, la technologie utilisée, c'est le RAG. Et pour pouvoir faire du RAG, en fait, on a besoin du vector store. Vector store, c'est quoi? Ou vector database, c'est une base de données qui stocke des vecteurs. Donc les vecteurs, c'est au sens mathématique du terme. L'idée, c'est que les documents que je vais rentrer, je vais extraire l'information sous forme de vecteurs embedded qui vont être stockés quelque part, qui vont me permettre de faire du RAG, qui vont me permettre d'enrichir mon LLM pour que mon application GenAI soit beaucoup plus performante, beaucoup plus pertinente. Ok, voilà, ça reste simple finalement. Ça, c'est les principales, comment dire, je vais boire un petit peu d'eau. Les principales notions qu'on va voir. Ok, alors, le GenAI dans un contexte MySQLite Web. L'idée, en fait, c'est que ça me permette de développer des applications qui sont soit difficiles à développer sans, ou voire impossibles. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir avoir? Donc, on va rester finalement dans du domaine du classique. Génération de contenu, ok, tout ce qui est summarization, faire des résumés, des rapports. Donc, j'ai des documents et je vais pouvoir en fait extraire de l'information de ces documents-là en langage naturel. Donc, je vais interagir avec mon MySQLite Web en langage naturel pour pouvoir extraire des informations. La notion de RAG, comme on a vu, donc enrichir ma base de données avec des informations métiers pour avoir des informations beaucoup plus pertinentes par rapport à mon besoin métier. Et puis, comme on l'a dit, ces interactions-là, je vais pouvoir en fait les faire soit en SQL ou soit en langage naturel. Alors, un exemple, donc ça, c'est une démo qu'on a depuis un petit peu plus d'1 an, en fait. Donc, une capture d'écran de la démo. Donc, l'idée, je parlais d'interagir avec la base de données en langage naturel. C'est ce que j'ai là. Why did Studa pick MySQLite Web? Donc là, je lui pose une question en langage naturel, et là, il va me sortir une réponse. Donc, il va interroger la base, il va me sortir une réponse. Dans le cas numéro 1, en fait, là, il se base sur un LLM classique, qui va me sortir une réponse classique. Dans le deuxième cas, j'ai exactement la même question, mais sauf que entre-temps, j'ai fait quoi? J'ai nourri ma base de données d'informations. Là, l'information en question, j'ai mis le lien en bas, c'est un retour client de la compagnie qui s'appelle Studa, qui a expliqué pourquoi ils ont choisi MySQLite Web. Et là, en fait, c'est le principe même du jeu, c'est-à-dire que là, l'information, la réponse, c'est une réponse qui sort du document qu'on a rentré. Okay, donc la première réponse, dans le cas où il n'y a pas de vector store, c'est une réponse basique, on va dire banale. Si je remplace MySQLite Web par voiture de sport, réfrigérateur, j'aurai le même type de réponse. Là, dans le deuxième cas, vu que j'ai enrichi ma base de connaissances avec mon document spécifique, ce document spécifique-là qui contient la réponse à cette question-là, il a été chercher la réponse dans le document. Okay, donc si vous cliquez sur le lien, vous allez voir, dans le retour d'expérience d'Studa, on a exactement cette phrase-là. Ok, donc voilà aussi le type de comportement en fait, qu'on peut avoir, d'applications qu'on peut développer. Donc finalement, ça reste proche de ce qu'on va trouver sur un ChatGPT, Gemini ou autre. Là, ça devient beaucoup plus intéressant, c'est que finalement, donc, au début, je vous ai parlé de machine learning, en fait, donc d'intelligence artificielle discriminative. Je vais pouvoir, en fait, additionner en fait, ces capacités-là avec l'intelligence artificielle générative. C'est-à-dire que les deux, en fait, ne rentrent pas en compétition, c'est pas l'un ou l'autre, en fait. Ça peut être l'un et l'autre, ou l'un puis l'autre, en fait. Et là, en fait, ça va me permettre d'avoir des applications beaucoup plus riches, en fait, en tout cas des résultats beaucoup plus pertinents. Je vais me servir d'un premier niveau pour finalement préfiltrer, conditionner, en fait, enrichir mon prompt, en fait, ce qui va conditionner une réponse de ma LLM qui sera beaucoup plus pertinente et finalement beaucoup plus rapide également, parce qu'il aura moins d'espace de recherche à parser. Alors, la notion de vector store. Donc, pour ceux qui se demandaient à quoi ça pourrait ressembler, un vector store, voilà, un vecteur, pardon, c'est ce qu'on voit en bas là, c'est des nombres en fait, tout simplement. Donc, comment ça marche? J'ai un document, donc là, un document qui va être au format HTML, PDF, etc. Donc là, on parle de données non structurées.
ce document-là va être analysé. Et les différents éléments vont être parsés, analysés, vont être sortis. Et le contexte, en fait, le sens, entre guillemets, de ces éléments-là va être stocké sous forme de vecteurs. Voilà, c'est ce que montre cette image-là. Donc le texte, tout ce qui est tableau. Là, j'ai une super belle image de Sakila. Sakila, c'est la mascotte de MySQL qui est dans un fjord norvégien. Il faisait très beau ce jour-là. Et ces informations-là, en fait, vont être stockées sous forme de vecteurs dans la base de données avec des métadonnées. Et ça, en fait, ces vecteurs-là, vont me permettre de faire ce qu'on appelle des recherches de similarité. Donc c'est ça, cette notion de sens, en fait. Juste pour préciser les choses, quand on parle d'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle, c'est tout sauf intelligent. Ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours qu'on garde à l'esprit. En tout cas, aujourd'hui, c'est toujours pas intelligent. Et donc voilà, quand on parle de sens, c'est pas vraiment du sens. Hein. Ce qui va faire, c'est que grâce à ces... donc ça reste des stats, des mathématiques, etc. Et cette notion de similarité, en fait, c'est ce qui va nous permettre d'avoir... de ressortir ce que nous, on appelle le sens. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Donc ces données sont non structurées. Donc en entrée, on va prendre des données non structurées. Et ces données vont être sur différents formats, PDF, format Office, HTML, etc. etc. Ce qui est intéressant également en termes d'expérience utilisateur, c'est que cette phase d'ingestion des documents, en fait, hein, donc hop, tout à gauche là, bah, elle est automatisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes documents, je vais les poser. Et MySQLite Web va faire tout le travail pour moi, hein, tout simplement. Donc récupérer, donc je vais lui donner la commande en fait, hein, pour qu'il puisse récupérer les données, donc faire toute cette phase de parsing et tout, etc. Alors là encore, la performance, c'est encore une fois, c'est vraiment quelque chose qui est une obsession chez nous. Donc cette phase d'ingestion, elle est faite de façon concurrente, etc., etc. Donc il y a pas mal d'optimisation faite à ce niveau-là également. On va donc parser ces différents fichiers non structurés. Et puis ben, comme on l'a vu, hein, stocker tout ça, les données et les métadonnées dans MySQLite Web. Et à partir de là, on va pouvoir faire nos recherches en langage naturel ou en SQL. Donc la notion de vector store, en fait, elle existe au niveau de MySQLite Web. C'est ce qu'on vient de voir, mais elle existe également au niveau de MySQL. Donc cette technologie-là, Vector Store, va être également disponible, on va dire, hors HeatWave. Et ça permet également d'utiliser, de récupérer les données, en fait, sous forme de SQL. Performance, j'en ai parlé également. Et puis en termes de data management, voilà, c'est tout automatisé, en fait, donc il n'y a pas grand-chose à faire. Et c'est également inclus dans les autres fonctionnalités de MySQL. En termes d'image, en fait, ça donne ça. Donc, en haut, on a alors, au milieu, on va commencer par le milieu, Vector Store. Hein, donc, c'est ça. Hein, donc là, c'est mes documents qui ont été parsés. J'ai ma base de données Vector Store. Et cette base de données Vector Store, en fait, je vais pouvoir l'utiliser soit en mode GenAI, en fait, hein, c'est ce qu'on a en haut. Donc, l'utilisateur va poser une question en langage naturel. Cette question va être traité en fait, et les informations, donc là c'est la notion de RAG dont on a parlé tout à l'heure, donc mes documents le sens de ces documents-là est stocké sous forme de vecteurs, et mon RAG va me permettre d'enrichir mon prompt en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas la LLM qui va être enrichie, mais c'est vraiment le prompt, donc ça me permet de cadrer ma question, et du coup d'avoir une réponse qui sera beaucoup plus pertinente par rapport au fait que bah, si j'avais pas du tout cette histoire de Vector Store. Donc en mode GenAI, en langage naturel, mais également pouvoir consommer ces données-là en mode SQL, en fait, tout simplement. Des requêtes SQL avec donc de nouveaux opérateurs qui ont été intégrés pour pouvoir requêter tout ça en mode SQL, tout simplement. C'est important, en fait, parce que finalement, toutes les applications qu'on va développer ne seront pas forcément des applications de GenAI. Les bonnes vieilles applications, entre guillemets, classiques en mode SQL, ben, voilà. Les développements, en fait, vont quand même pouvoir se faire en SQL, et on va quand même pouvoir récupérer ces données-là. OK, alors, on a vu un peu qu'est-ce qu'il y avait, on a vu un peu comment ça fonctionne, quelles sont les différentes fonctionnalités.
Une question légitime, c'est déjà à quoi ça sert? Bon, une réponse, c'est que ça sert déjà à me donner du travail, moi. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Mais à quoi ça peut vous servir à vous? Comment vous pouvez l'intégrer pour développer votre business, en fait, tout simplement. Donc on va essayer de voir quelques cas réels d'utilisation. Le premier cas, en fait, il est finalement assez simple, assez classique. C'est la notion de summarization, en fait. L'idée, c'est quoi? C'est que je vais intégrer des documents comme on a vu dans mon MySQLite Web. Et ces documents-là, je vais pouvoir les requêter. Donc là, c'est en langage naturel. Là, je vais pouvoir donc, poser des questions. Donc j'ai ma commande ask question. Je lui passe ma requête en langage naturel. Et il me sort une réponse. Okay, en fonction du contexte, en fait, je peux imaginer une application pour les RH, une application pour le secrétariat, mais même pour, on va dire, en mode plus opérationnel, je reçois des documents régulièrement et je vais pouvoir en fait les ingérer, donc avoir mon workflow qui va me permettre d'ingérer ces documents-là dans ma base et puis poser des questions, soit, on va dire, en façon standalone, on va dire, ou alors automatiser tout ça. Donc là, dans cet exemple-là, on utilise un notebook. On peut utiliser il y a Jupyter, Apache Zeppelin. On a également le MySQL Shell, qui est un mode notebook, qui permet de converser avec MySQLite Web. On a également la possibilité de développer en fait ses propres applications. Alors, soit en développement classique, mais on peut utiliser également du no-code ou du low-code comme Apex en fait. Donc ça se fait assez facilement. Ces petits formulaires, poser ces questions et avoir ces réponses. Donc ça, c'est déjà un premier niveau d'application qu'on peut faire. Comme on l'a vu tout à l'heure, j'ai la possibilité finalement d'enchaîner, d'additionner mes différents types d'intelligence artificielle, mes différents types de mon intelligence artificielle discriminante et mon intelligence artificielle générative. Et du coup, ça me permet en fait d'aller encore plus loin et de finalement facilement développer de nouvelles fonctionnalités. Donc je vais en général utiliser un premier niveau de AutoML pour pouvoir me préfiltrer des informations qui vont me servir pour enrichir mon prompt pour mon application générative. Alors, qu'est-ce qu'on a comme exemple? Donc là, en fait, je reçois des rapports. Donc là, on peut imaginer, j'ai des IoT ou ça peut être une application industrielle, j'ai mes machines qui renvoient des logs ou même, comment dire, dans une boîte un peu plus classique où j'ai des machines pas forcément industrielles mais qui renvoient des logs. Donc je reçois plein de logs. Là, je peux mettre en place le AutoML Anomaly Detection pour pouvoir détecter les patterns problématiques, en fait. Donc, j'ai une erreur. Donc là, ce serait pour soit de faire de la maintenance prédictive ou juste de la maintenance corrective. En fait, identifier le plus rapidement possible des erreurs. Donc, j'ai mes logs, j'ai des patterns. Et tout ce qui est anormal, je vais pouvoir le récupérer. Okay, et ces informations donc récupérées, je vais pouvoir les questionner en langage naturel, c'est ce que j'ai en jaune, pour me dire, là, voilà, fais-moi un résumé de ce qui se passe, quel est le problème, voilà, sors-moi les problèmes les plus fréquents ou les machines qui ont des problèmes, etc. Donc voilà, toutes les informations qui pourront me servir, moi, en tant que responsable de la maintenance de ces machines. Alors, en termes d'architecture, comment ça se représente? Voilà, j'ai dit le mot tout à l'heure. Donc, AutoML avec la tâche d'anomaly detection, où je vais pouvoir, donc, mes documents que je récupère, mes logs que je récupère en temps réel, que j'ingeste en temps réel, donc mes logs, mes documents non structurés. Ces documents-là donc, sont identifiés, sont analysés en temps réel. Dès que j'ai des patterns anormaux qui apparaissent, je récupère. Ça me permet d'envoyer ça à la partie générative. Donc encore une fois, ce n'est pas le LLM qui va être impacté, c'est le prompt. Donc le prompt va être enrichi, je vais pouvoir travailler dessus et du coup faire mes questions en fait qui vont être contraintes, en fait, qui vont être restreintes dans ce domaine de logs anormaux. Un autre point intéressant que je n'ai pas mentionné, c'est que finalement ce type
d'application, d'application, je dirais, je pourrais le faire ailleurs. Typiquement, je pourrais envoyer ces logs-là dans un chat GPT ou un Gemini, etc. et faire le même type d'action. Je vois quand même quelques petites différences. La première, c'est que typiquement, si je fais ça sur un chat GPT, j'envoie mes données à OpenAI, mais je ne sais pas où, je ne sais pas à qui, je ne sais pas ce qu'il en advient. Pareil pour Google, évidemment. Là, dans ce cadre-là, ces données-là, en fait, elles ne vont pas aller à Oracle, etc. Elles vont aller dans votre base MySQLite-Web. Donc, ça reste contraint là-dedans. Et elles ne sortent pas, en fait. Donc, toutes les informations que vous avez, tous les documents que vous allez monter dans votre MySQLite-Web restent là. Voilà, là, on sait où elles sont. Et typiquement, si vous les sortez, elles ne sont plus là, évidemment. Si vous supprimez votre base MySQLite-Web, voilà, comme on a vu, donc les documents sont d'un côté, les métadonnées sont dans HitWeb, etc. Si vous supprimez votre instance MySQLite-Web, ces informations n'existent plus. Si vous supprimez les documents et les informations, voilà. Donc là, on sait où sont les informations. Il y a une notion de sécurité, en fait, qui me semble, en tout cas, intéressante à prendre en compte. Autre cas d'utilisation. Donc là, j'ai une application donc c'est On-Ice Food Delivery. Donc j'ai une application qui va me permettre de commander des plats, en fait. Ça pourrait être de la musique ou autre chose. Donc là, elle va me commander des plats. Donc ce que je veux, c'est que je veux une recommandation en termes de type de nourriture qui me recommande en fait des restaurants où je vais pouvoir trouver ce type de nourriture. Donc ça reste finalement aussi assez classique. Mais la petite subtilité, le petit plus en fait par rapport à la concurrence, c'est que je voudrais recommander en l'occurrence des restaurants qui sont en rapport avec les préférences de mon client. C'est-à-dire pas des restaurants random, choisis au hasard ou au hasard dans un lieu géographique, mais des restaurants qui matchent la demande, mais également qui font partie des goûts de mon client. Okay, donc ça présuppose que j'ai des informations sur ces clients-là qui sont enregistrés, etc., etc. Mais du coup, en fait, là, pareil, en termes d'architecture, ce qui va être intéressant, c'est non pas partir sur le LLM directement, le GenAI directement, mais mettre une première couche de préfiltrage. Donc là, on l'a vu tout à l'heure, avec HitWeb AutoML, j'ai comme tâche le système de recommandation. Donc je vais pouvoir analyser les comportements de mes clients. Et je vais pouvoir leur faire des recommandations en fonction donc, de leur profil, en fonction des profils d'autres clients. Donc là, c'est le premier filtre, en fait. Je vais déjà recommander des restaurants qui matchent avec ce que mon client aime, en fait, déjà. Typiquement, si j'aime les brochettes, ça peut être un Tex-Mex, ça peut être je ne sais trop quoi, mais ça peut être aussi un japonais, il y a des brochettes là-dedans. Donc voilà, matcher quelque chose, un premier filtre qui va me mettre les données qui correspondent au profil de mon client. Et après, le deuxième filtre, c'est en fonction donc, de cette recommandation-là, ce premier filtre-là, répondre à sa question et lui donner donc, la liste des recommandations par rapport à son profil. Petite nuance que j'ajouterais à ça, là, comme ça, en le lisant, en y pensant, c'est que, en fonction des informations que j'ai, la première liste, en fait, peut être peut-être trop restreinte. Donc, il faudrait faire peut-être plusieurs pages, donner une première liste avec ses préférences les plus fortes, en fait, et puis rajouter avec d'autres choses. C'est aussi bien de temps en temps d'avoir des choses qui font pas forcément partie de mes préférences. Donc, voilà le type d'application, en fait, on va dire plus dans le monde réel qu'on peut développer finalement assez facilement. Pas besoin d'avoir d'équipes, de grosses équipes de data scientists ou de BI et tout, etc. On a vu, notamment les tâches AutoML sont super simples, quelques procédures stockées à utiliser. Encore une fois, si je reviens un petit peu en arrière. Voilà, pour la partie AutoML. Donc le plus important, comme tout ce qui est data, analytique, mais également data science, c'est la source de données. Donc avoir les données les plus pertinentes possibles, ça, on ne peut pas y couper. Mais une fois que j'ai mes données pertinentes, je crée mon modèle. Et une fois que mon modèle est créé, je l'utilise en Predict-Row ou Predictable. Donc là, en fait, c'est mon premier niveau de filtrage, en fait, tout simplement.
Et puis après, j'utilise la puissance du GenAI, comme on a vu, donc qui va être basé sur des LLM. Alors, j'ai pas la liste en tête là, mais on va dire des LLM classiques, on va dire, et que je vais pouvoir enrichir. Donc là, c'est ce qu'on a vu dans mon application, grâce au Vector Store, en fait, hein, la notion de RAG. Grâce au Vector Store qui va me travailler sur mes documents métiers, en fait, mes documents pertinents, pour pouvoir restreindre la liste des possibilités pour le GenAI. Antoine, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Donc, j'ai commencé par parler de MySQL HeatWave. Ok, donc c'est le MySQL qu'on connaît tous, mais en mode super pouvoir, avec des capacités OLTP, des capacités analytiques, Data Warehouse, des capacités analytiques Data Lakehouse, des capacités d'IA discriminantes avec l'AutoML, l'apprentissage automatique, avec le cycle de ML qui est automatisé. On a vu qu'une des priorités pour nous, c'est la performance. Donc voilà, encore une fois, je n'ai pas montré tous les benches, hein, mais c'est détaillé sur le site. On a comparé pas mal de choses, pas mal de différents cas. Analytique, ML, chargement de données, lecture, où on a d'extrême bonnes performances, et surtout le ratio prix-performance est vraiment intéressant. Un seul service, donc pour faire l'OLTP, le machine learning, GenAI, Analytics, OLTP, etc. Et puis, on a vu, hein, je pense que la dernière partie use case, on peut faire des vraies choses avec, on peut facilement développer de nouvelles applications, de nouveaux services, voilà, sans trop assez rapidement. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Profitez, on est en live. Il y a une question sur Slack pour toi, Olivier. Est-ce que l'IA elle-même génère le SQL à partir du langage naturel? Non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, on a deux mondes qui vont cohabiter de façon séparée. On a le GenAI et on a le SQL. Donc non, on n'a pas de génération de SQL aujourd'hui. C'est sur la roadmap, en fait, hein, donc ça arrivera un jour. Mais aujourd'hui, le SQL, c'est le bon vieux DBA qui va devoir le générer. Ça lui laisse encore un petit peu de travail, ça c'est cool. Et voilà. Ok. Merci Olivier. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, ou sinon pour les personnes à distance, n'hésitez pas à les poser dans le Slack. Je les poserai directement à Olivier.